Bonjour et bienvenue sur une nouvelle émission de 15 minutes cardio. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le président du CNCH, le docteur Walid Amara. Bonjour Pierre. Alors Walid, tu as voulu aborder à juste titre un sujet un peu original, c'est la FA subclinique. Bah oui, ce sujet revient à la mode parce qu'on a eu au moins 2 études randomisées au cours de l'année 2023. Donc ce sera intéressant justement d'échanger autour de ce sujet. D'accord, très bien. Donc déjà, on verra la définition. FA subclinique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la FA, je te rappelle que la définition de la FA, c'est soit un ECG 12 dérivations en FA, ou alors un tracé monodérivation d'au moins 30 secondes en FA. Donc la FA subclinique, c'est pas ça. La FA subclinique, c'est ce qui va être enregistré par les différents devices. Par exemple, un pacemaker, des rythmes atriaux rapides, par un défibrillateur, ou éventuellement par un holter implantable. C'est un mini-ECG, mais ce n'est pas vraiment une dérivation ECG. Objets connectés, ça fait partie ? Éventuellement, les objets connectés également. Donc on va voir tout ça, et tout d'abord les chiffres clés avec le docteur Olivier Chabot. Merci messieurs. Voici quelques données clés. Tout d'abord, sur la fibrillation atriale. La fibrillation atriale est le trouble du rythme le plus fréquent, avec en Europe une prévalence de 600 à 700 pour 100 000 habitants, et surtout chez les patients de plus de 55 ans, chez qui d'ailleurs une personne sur 3 risque de développer une fibrillation atriale. Cette fibrillation atriale touche beaucoup plus les hommes que les femmes. Et il faut savoir que donc, cette incidence est en forte augmentation, avec un nombre de cas qui sera multiplié par 2 d'ici 2060. Alors, qu'est-ce que cette fibrillation atriale subclinique dont on va parler plus en détail tout à l'heure ? Ce sont des événements de haute fréquence atriale chez des patients avec des appareils intracardiaques implantés. Et une étude récente a montré que la prévalence groupée de cette fibrillation atriale subclinique chez ces patients était de 28,1%, ce qui est non négligeable. Et cette étude a montré que l'âge avancé a un score de Chadvask plus élevé, des antécédents de fibrillation atriale bien sûr, d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque chronique et d'AVC ou d'AIT, étaient tous associés à une augmentation du risque de survenue d'une fibrillation atriale subclinique. Alors, nous allons voir en détail tout de suite avec Walid Amara qu'est-ce que cette fibrillation atriale subclinique, notamment avec des études publiées récemment. Merci pour ces chiffres, Olivier. Des commentaires, Walid ? Il est évident que la prévalence de la fibrillation atriale augmente à cause du vieillissement de la population, et c'est pour ça qu'elle va continuer à augmenter. Et d'autre part, elle va augmenter aussi parce que grâce au bon traitement que font tous les médecins, les cardiologues, en dilatant des artères, même à des âges tardifs, en traitant les maladies, l'insuffisance cardiaque, obligatoirement, tous ces patients vont faire de la fibrillation atriale, et c'est pour ça qu'elle sera de plus en plus fréquente. Oui, mais la subclinique. Alors la subclinique, obligatoirement, on va beaucoup en diagnostiquer. Pourquoi ? Parce que on a des devices, on a des pacemakers, on a des défibrillateurs, on a des holters implantables, on a des montres connectées. De plus en plus, on va diagnostiquer des fibrillations atriales qui ne sont pas cliniques dans la définition que je t'ai donnée au début. Et maintenant, la question, c'est ce qu'on va en parler tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors justement, il y a des études là. D'abord à l'ESC, parle-nous de l'ESC. Alors, on a été gâtés parce que cette année, effectivement, il y a eu 2 études. Il y a eu une première étude qui s'appelle NOAA-AFNet 6, qui a été présentée à l'ESC et publiée dans le New England Journal of Medicine. Il y a ici une étude randomisée, environ 4000 patients qui sont randomisés en 2 groupes. Un groupe, c'est un AOD, l'édoxaban, et un groupe, un placebo. Quels sont les patients inclus ? C'est des patients qui ont un device, un pacemaker, un défibrillateur ou un holter implantable, et qui ont des épisodes qui pourraient être considérés comme de la fibrillation atriale, mais qui sont des épisodes rythmiques rapides de l'oreillette, que jusque-là on considérait comme un équivalent de fibrillation atriale. Et les ont randomisés, un groupe édoxaban, un groupe placebo. Critère primaire de jugement, un critère d'efficacité, décès cardiovasculaire, AVC, embolie systémique. Et un critère de tolérance, décès et hémorragie majeure. Logique. Premièrement, pas de différence sur le critère primaire d'efficacité. Même s'il y avait une tendance pour l'édoxaban, la différence n'était pas significative. Deuxièmement, sur la tolérance, donner un anticoagulant versus rien, ça a augmenté les hémorragies majeures de manière significative. Alors ça, c'était décevant. Mais
l'AHA arrive et l'étude Artesia. Donc, parle-nous d'Artesia. Alors, l'Artesia, avant de parler d'Artesia, il faut dire que les experts ont été étonnés par le faible taux d'AVC dans l'étude. Il y en avait moins de 1% par an. C'est-à-dire que finalement, peut-être que cette population est une population plutôt plus bas risque qu'une population conventionnelle dont vous aviez parlé dans votre vidéo. Maintenant, Artesia, schéma assez similaire. Des patients qui ont un pacemaker ou un défibrillateur, qui ont des épisodes d'au moins 6 minutes sur leur mémoire. On les suit pendant près de 4 ans. On les randomise en 2 groupes. Un groupe, ils ont l'apixaban, et un groupe, ils ont l'aspirine. Critère, ça peut être discutable, bien entendu. Oui. Un critère d'efficacité, AVC ou embolie systémique, et un critère de tolérance, hémorragie majeure. Et bien là, tu as une diminution significative du critère AVC embolie systémique, et tu as, en critère de tolérance, une augmentation significative dans le groupe AOD du critère hémorragie majeure. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu penses de ces... Quand on regarde en détail, il y a 2 éléments que j'ai trouvé intéressants. D'abord, quand on prend les AVC débilitants, ce qui entraîne finalement une grosse hémiplégie, des déficits importants, cette réduction était encore plus significative dans le groupe AOD de moins 50%. Et concernant le risque hémorragique, il y avait uniquement 20% des hémorragies qui ont eu des conséquences hémodynamiques. Parce qu'en fait, si tu regardes la diminution de risque sur le critère primaire, c'est moins 40, et l'augmentation de risque sur le critère de tolérance, plus 40. Et en gros, tu dois décider, est-ce que ton patient est plus à risque ischémique ou hémorragique, et qu'est-ce que tu veux éviter? Est-ce que tu préfères éviter un AVC, ou prendre le risque éventuellement à ce moment-là d'une hémorragie? Mais il y a une discordance par rapport à la première. Et donc, est-ce qu'on a pu identifier les patients qui en bénéficiaient le plus? Est-ce que c'est la durée de la FA? Est-ce que c'est d'autres critères en fonction des profils patients? Est-ce qu'on a pu le déterminer ou pas encore? Alors, intéressant, parce qu'à l'AHA, ils ont présenté une sous-étude de NOAA où ils ont regardé les durées des épisodes de FA, notamment ceux qui avaient plus de 24 heures, et il n'y avait pas d'interaction entre la durée de l'épisode de la FA et la survenue des épisodes. Je peux te donner mon sentiment profond. Mon sentiment profond, c'est que probablement ces épisodes rythmiques rapides sont quand même des équivalents de FA subclinique. Donc, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte et que c'est difficile de ne pas le prendre en compte quand il dure une certaine durée d'heure. Donc, on va voir maintenant, probablement tu vas me dire que disait Rocco, et etc. On peut affiner sur ça, bien sûr. Mais finalement, pour l'instant, on ne peut pas conclure formellement sur la conduite à tenir. On ne pourra pas conclure formellement, et je pense que sur les prochaines recos, on pourra parler des recos actuels, déjà, qui datent de 2020, et on pourra parler éventuellement de qu'est-ce que pourraient être de prochaines recommandations, bien sûr. Alors justement, est-ce que les patients d'Artesia étaient similaires aux patients de NOAA FNET? Pour moi, ils n'étaient pas tellement différents. Globalement, le taux d'AVC était globalement faible. Probablement, les populations sont légèrement différentes. Voilà, les 2 sont publiés dans New England. Je vous invite à aller voir les détails. L'idée, c'est que je pense que qu'est-ce qu'on doit prendre en compte en pratique? Bien sûr, on doit prendre en compte les facteurs de risque du patient, un peu le CHA2-VASc. Plus vous avez un CHA2-VASc élevé, plus vous êtes à risque élevé. Et deuxième élément qu'on va prendre en compte, c'est la durée de ces épisodes. Et donc, probablement que 6 minutes, c'est trop court. On va avoir 6 minutes. Est-ce qu'il faut pour autant réagir? Peut-être pas. Et quand tu regardes dans les recommandations de 2020, pour la première fois en 2020, il y a une figure qui offrait la possibilité d'anticoaguler ces patients-là. C'était la première fois. Jusque-là, on disait, si vous avez des épisodes sur les mémoires des pacemakers, enregistrez la FA. Et ils offraient la possibilité, si vous avez sur les mémoires des pacemakers des épisodes de durée suffisante, d'anticoaguler le patient, sachant que le taux d'événement reste relativement faible, mais globalement, en fonction de la durée, et en fonction du CHA2-VASc, c'est les 2 éléments à prendre en compte. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure en pratique? C'est-à-dire, on a plus de 6 minutes, on a plus de 24 heures et un CHA2-VASc supérieur à 2. Comment on fait? Eh bien, je vais te dire ce que je vais faire en pratique maintenant, aujourd'hui. Les 2 modifications que j'ai fait dans mes pratiques. La première modification, c'est que jusque-là, quand j'interrogeais un pacemaker et que je voyais qu'il était possiblement pour moi en FA, mais qui était un rythme atrial rapide, et j'avais tendance, bien sûr, à lui prescrire un anticoagulant. Aujourd'hui, je lui ferai quand même son ECG 12 dérivation et je documente que maintenant, c'est une FA documentée sur un ECG et le problème est réglé définitivement et bien sûr, il partira de la consultation avec un anticoagulant. La deuxième modification que j'ai changée dans ma pratique après ces 2 études, c'est qu'avant, quand le patient venait et qu'il avait 6 heures, 12 heures, 24 heures, soit j'appelais mon correspondant et je disais, voilà, il a ça, est-ce que tu veux que je démarre un anticoagulant ou je confie au correspondant pour décider, qui souvent revient avec la même question, qu'est-ce que je fais? Et si je prescrivais finalement peut-être sans assez expliquer le rapport bénéfice-risque. Aujourd'hui, si j'ai ça,
Imaginons qu'il a fait 24 heures de FA il y a 3 mois et je le découvre aujourd'hui. Je vais devoir prendre le temps de discuter avec mon patient pour évaluer et pour lui expliquer le rapport bénéfice-risque, parce que je sais que ce que je gagne d'un côté, je risque de le perdre de l'autre. Et dans le cadre du consentement éclairé, de la discussion avec le patient, je vais pouvoir le mettre. Donc voilà les 2 modifications que j'ai fait dans ma pratique. Et est-ce qu'on la recherche systématiquement, cette FA subclinique ? Eh bien, quand vous avez les mémoires des pacemakers, vous avez un espion à vie. Et lui, alors en plus maintenant avec la télécardiologie, vous avez des épisodes qui vous sont transmis en ligne et vous voyez que tel monsieur Martin a fait de la FA pendant 24 heures et vous le savez le lendemain. Donc c'est vrai que vous le savez très vite. Ou alors, au contrôle épisodique, vous le voyez. Je pense que l'idée, c'est pas d'aller, on n'a pas prouvé qu'il faut dépister la FA de manière systématique, c'est-à-dire une montre connectée, les algorithmes permettent de dépister l'irrégularité. On n'a pas de preuve aujourd'hui qu'il faut aller screener la FA en ce sens. Et en même temps, les recours européennes nous disent faire un ECG opportuniste, on va dire, chez les patients âgés. On sait très bien que ça, c'est insuffisant. Faire un ECG opportuniste, c'est largement insuffisant. Faire des ECG ou prendre le pouls, c'est dans les recommandations aussi, chez les patients de plus de 65 ans, prendre le pouls, regarder l'irrégularité. Oui, mais ça reste bien entendu, on le sait très bien, largement insuffisant. Soyez patients, vous aurez de nouvelles recommandations. Au mois d'août 2024, les recommandations FA vont ressortir. Peut-être une grade 2 sur les anticoagulations dans ces cas-là, mais ce ne sera pas une grade 1 parce que les 2 études sont différentes. On a bien compris, plutôt chasse vasque, plus la durée et profil patient. Bien, merci Walid Amara pour cette synthèse. Tout de suite, les perspectives. Bon alors Walid, on a bien compris qu'avec Noah Afnet et Artesia, il y a encore du grain à moudre. Ouais. Alors, quelles sont les perspectives ? Ce qu'on aimerait avoir maintenant, c'est le dépistage de la FA avec tous nos outils connectés tous les jours, c'est-à-dire les montres connectées, les produits comme Cardia, et de voir finalement quelle est l'utilité en pratique de ces dépistages, que ce soit notamment chez les patients asymptomatiques. Tu as vu que dans les recommandations ESC, on nous dit de prendre le pouls, on nous dit de faire des ECG de plus de 75 ans. On sait bien qu'un ECG unique ne suffit pas. Quelle est l'utilité d'avoir une montre connectée qui screen le rythme en permanence et qui envoie des notifications ? Quelle est l'efficacité de cela en termes de réduction des risques d'AVC ? On n'en sait rien encore pour le moment. Donc beaucoup de choses à faire. Des études en cours ou pas sur ce thème ? Je pense sur ce sujet, on a vu pas mal, à chaque fois sur les congrès de rythmologie à HRS, Heart Rhythm Society cette année, il y a plusieurs études sur justement ces outils connectés et qui montrent globalement que pour le moment, on n'a pas démontré grand-chose. On a démontré qu'ils étaient efficaces pour dépister la FA, mais le problème, c'est que pour démontrer qu'il y a une réduction des événements ischémiques, il va en falloir des événements. Donc on te réinvite en 2024. Avec plaisir. Bon, il a tout compris ce garçon. Merci à Walid Amara, le président du CNCH, et à très bientôt pour une nouvelle émission sur 15 minutes cardio.